Je me suis tellement engagé partout pour dire rien n'est plus bête que l'idée que la méditation, c'est pour être calme. Être calme, c'est agressif. Quand on veut calmer quelqu'un, c'est agressif. Quand je veux calmer un enfant, comme je dis toujours, calmer un enfant, c'est vouloir que l'enfant ne soit pas un enfant. Moi, j'ai revu mon filleul qui est rentré de vacances, il est venu à la maison. Alors vraiment, c'était le bazar complet. Il est resté 1 heure, il a absolument tout défait dans la maison. Enfin, c'est un enfant, je ne vais pas demander d'être calme. Je suis content qu'il soit en paix. Être en paix, c'est qu'il soit un enfant et qu'il joue. Alors, on a joué à plein de choses. Donc, cache-cache. Mais ça, c'est bon. Donc, alors, ils m'ont invité, et le titre de l'intervention, c'est « Le calme au coin de la page ». Alors, je me dis, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire, ils m'ont invité, ils n'ont même pas une idée. Il y a une chose que j'allais dire, c'est méditer, c'est surtout pas être calme. Méditer, c'est écouter, c'est complètement différent. Vous imaginez le changement, la différence. Vous êtes triste. Alors, si la méditation, c'est être calme, il ne faut pas que je sois triste. Il faut que je sois calme. Il faut que je sois calme. Et ben, c'est l'horreur. Si vous vous dites, j'écoute, ah là, je suis triste. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, là, je la sens comment, ma tristesse? Ou ma peur, j'ai peur. Comment je la sens? Elle est où? Elle est où dans mon corps? Qu'est-ce que je sens? Vous ne jugez pas, vous n'interprétez pas. Vous ne dites pas c'est bien, c'est mal. Vous écoutez simplement. Et c'est tellement important. C'est tellement important d'apprendre à écouter ce qu'on vit, d'apprendre à écouter ce que disent les gens, d'apprendre à écouter le monde. Au fond, les gens, là, ils m'invitent. C'est important pour eux. Ben, ils n'ont pas écouté du tout. Ça veut dire que je suis pour eux qu'une sorte de pièce qu'on met dans une boîte, mais ça n'a pas d'existence. C'est très violent en réalité. C'est très violent. D'un point de vue, je m'en fous complètement, mais d'un autre point de vue, c'est très violent pour chacun d'entre nous. C'est très violent qu'on ne soit pas écouté, qu'on soit simplement instrumentalisé. C'est une des violences de notre société les plus étonnantes. Cet après-midi, j'ai un copain d'enfance qui m'a téléphoné, on se voit tous les 2-3 ans, et il me dit j'ai lu ton livre, j'ai lu le début, il lit quasiment jamais. Alors il dit j'ai lu les 60 premières pages de ton livre, et il me dit je suis très étonné. D'abord, il trouvait que c'était formidable, alors qu'il n'avait jamais lu un seul de mes livres parce qu'il trouve que c'est trop compliqué. Mais là, il dit c'est vachement bien, j'ai tout compris, mais ce qui m'étonne, c'est que c'est très très provocateur ce que tu dis. On dirait vraiment un truc, c'est très politique ton propos. J'ai dit oui, tu as tout compris. Lui, il a mieux compris que... Et c'est sûr que la méditation comme art pour apprendre à écouter ce qui se passe a une portée politique extrêmement grande aujourd'hui. On n'écoute pas, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas les autres, on ne s'écoute pas. C'est le même mouvement. Donc méditer, c'est juste ça. On ne fait rien pour juste écouter. On ne juge pas, on ne cherche rien, on ne veut pas atteindre un état particulier, on est juste complètement à l'écoute. Il se trouve que samedi, j'étais à Tournai en Belgique pour une sorte de grande rencontre sur musique et philosophie. Donc on m'avait invité, moi j'ai dit moi je viens, mais si je viens, moi je veux faire un concert. Je vous rassure, je ne suis pas devenu musicien, mais je veux faire un concert. Je voudrais qu'un musicien joue, et moi je guide des petits moments de méditation. Parce que je pense que méditer c'est écouter, et que si je montre aux gens comment on écoute un concert, il va se passer quelque chose. Alors, autant vous dire, j'avais le trac. Je crois que j'ai rarement eu autant de trac, parce que je me dis, mais là quand même, donc il y avait une salle, c'était absolument plein, il y avait plus de 500 personnes, il y avait une pianiste que je trouve exceptionnelle qui jouait. On s'était mis d'accord sur le programme. Mais je me suis dit, là, c'est quand même osé. Les gens, ils sont venus écouter de la musique, ils ne sont pas venus pour faire de la méditation. Et puis,
Et j'ai 3 fois 5 minutes pour leur faire vivre une expérience. Elle applique comme je m'étais dit, je veux faire une expérience, ils écoutent, grâce à la méditation, ils écoutent la musique de manière complètement autre, et ça doit se voir, il faut que ça se voit, il faut que ça s'entende, il faut qu'il se passe quelque chose. Et bien juste de dire ça, que méditer c'est juste apprendre à écouter, et puis qu'il ne faut pas chercher à vivre un état particulier, qu'on n'a pas à écouter, qu'on n'a pas à vivre une expérience particulière, que bien sûr quand on écoute la musique on peut penser à autre chose, ça n'a pas d'importance. Et l'idée je ne peux pas vous raconter parce que on avait décidé avec la pianiste qu'elle jouait 3 morceaux de Debussy. Je parlais, elle jouait un autre morceau, je reparlais, et elle rejouait les 3 mêmes du début, qui sont le 2e cahier d'images de Debussy. Et je trouvais que c'était intéressant que les gens réécoutent. Je pense qu'on réécoute, on pense qu'on va s'emmerder, puisqu'on a déjà écouté une première fois, mais je trouvais que c'était intéressant de réécouter, parce que ça ne sera pas la même chose dans cette expérience de présence. Et alors, ce qui a été absolument stupéfiant, c'est que tout le monde a été saisi de comment ça avait changé tout. Comment la 2e partie était complètement différente de la première du début. Le fait qu'on ait parlé de la méditation, qu'on soit juste posé quelques secondes, ça a complètement changé l'écoute. Et l'expérience que tout le monde a fait, c'est qu'on était ensemble. La première partie du concert, chacun écoutait, plus ou moins, en y arrivant plus ou moins, avec la peur de ne pas y arriver. En plus, Debussy, ça fait un peu peur. Et la 2e, il s'est passé quelque chose, on était ensemble. Ça m'a beaucoup frappé. J'ai trouvé ça complètement saisissant. Je ne m'attendais pas à qu'il se passe ça. Je m'attendais à qu'il se passe quelque chose. Je pensais que ça allait aider les gens. Je pensais quelque chose de la musique allait s'entendre. Mais je ne m'attendais pas à que l'expérience que tout le monde a faite, c'est que d'un seul coup, on était ensemble. Tout le monde écoutait dans le même espace. C'est extraordinaire. Ça veut dire que voilà ce que j'ai découvert. Enfin, j'avais une intuition, mais là je l'ai vu, que juste quelques minutes de méditation permet d'être avec les autres, pour de bon. On n'a rien dit, mais on sentait, c'était très très émouvant. La pianiste, après quelqu'un a demandé à la pianiste comment elle sentait la différence, et elle a dit une chose très belle, elle a dit, en général quand je joue, on va voir la pianiste qui joue. Et là, d'un seul coup, par les quelques mots que tu as dit, par le fait qu'on soit en méditation, nous n'étions plus en train de m'écouter, je n'étais plus en train de jouer, on était ensemble dans la musique. Et c'était une expérience, c'est pour ça que je suis pianiste. Donc c'était extrêmement émouvant. C'est ça, écouter. Écouter. Et donc méditer, c'est juste ça, c'est juste écouter. Donc c'est pas agréable la méditation. Vous n'allez pas faire une expérience agréable. Vous allez peut-être vous emmerder, vous allez avoir peut-être mal quelque part, mais ça n'a aucune importance puisque vous ne cherchez pas à vivre une expérience particulière dans la méditation. Nous ne méditons pas pour entrer dans un état particulier. Nous ne méditons pas pour essayer d'être calme, qui est encore une fois un acte d'une agressivité féroce. C'est féroce de vouloir calmer les gens. C'est féroce de vouloir se calmer soi-même. S'apaiser, ça c'est un beau projet. Mais pour s'apaiser, il faut se rencontrer. Vous ne pouvez pas changer si vous ne rencontrez pas l'être que vous êtes maintenant. Et nous voulons changer en tapant sur l'être que nous sommes maintenant. C'est incroyablement un malentendu radical. Donc ça, c'est la première des 4 définitions que je vous propose ce soir de la méditation. Donc, écoutez. La deuxième définition de la méditation, c'est se libérer de la conscience. Qu'est-ce que c'est méditer? C'est se libérer de la conscience. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je sens que vous êtes un peu déconcertés puisque la méditation s'appelle pleine conscience partout. Mais c'est une catastrophe. On ne peut pas avoir une idée plus étrange que d'appeler la méditation pleine conscience. Parce que la méditation, c'est se libérer de la conscience. C'est la chose la plus importante, se libérer de la conscience. Quand j'ai conscience, je me regarde faire ce que je fais. Je suis en train de me voir faire les choses. Dans la méditation, on laisse tomber l'idée qu'il faut se regarder en permanence. Vous n'avez plus besoin de vous observer en permanence. Des fois, les gens ont l'impression même que la méditation, c'est s'observer soi-même. Écouter, ce n'est pas s'observer, vous voyez.
Si j'avais dit « prenez conscience de la musique », mais là, ça n'aurait pas du tout marché, mon expérience, parce que tout le monde aurait essayé de prendre conscience de la musique. Là, il fallait juste être avec la musique, écouter la musique, comme vous êtes, très simplement. Beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs et de penseurs ont beaucoup écrit sur le piège de la conscience. L'idée qu'il faut se surveiller, l'idée qu'il faut s'épier, qu'il faut se guetter. Mais au fond, c'est tout simple. Peut-être il faut que je dise ça. Qu'est-ce que c'est méditer? C'est ne plus être libéré de la conscience, c'est-à-dire toucher un état d'innocence. C'est ça. Quand on écoutait la musique, pourquoi c'était merveilleux? Parce qu'en écoutant, on touche un état d'innocence. On entend la musique, point. Quand vous êtes en train de commencer à analyser ce que vous êtes en train de vivre, ou d'observer ce que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose de cette immédiateté, de cette innocence qui est perdue. C'est le plus beau, vous rencontrez quelqu'un. Moi, dans mon travail, je dois rencontrer beaucoup de gens. La chose principale que j'essaye de faire, c'est pas du tout d'essayer d'avoir conscience de ce qui se passe pendant que je parle à la personne, mais c'est d'être dans un état d'innocence par rapport à la personne. D'essayer de la rencontrer, de ne pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Quand nous allons faire quelques minutes de méditation tout à l'heure, nous allons essayer d'être ça, d'être innocent en face de la réalité que nous rencontrons, tout simplement. C'est pas facile d'être innocent, mais c'est important d'essayer de le devenir. En tout cas, moi, si je médite, c'est parce que chaque fois que je médite, je réapprends quelque chose de l'innocence. Et la musique a beaucoup à voir avec l'innocence. La musique nous fait toucher l'innocence. J'en parlerai pour ceux qui sont membres le jeudi. Les jeudis que j'enseignerai cette année, pour les membres de l'école, seront consacrés à trois opéras, trois manières dont la musique nous fait toucher l'innocence. Et le prochain, ce sera Péléas et Mélisande. Donc c'est très... J'ai peur de ne pas être encore assez simple. Méditer, qu'est-ce que c'est? Si je reformule cette deuxième définition, méditer, c'est je n'ai plus besoin de prendre conscience, de me regarder, de passer par par là-haut, mais je suis simplement. Nietzsche a dit des très belles choses sur la conscience. La conscience est la dernière phase de l'évolution du système organique. Par conséquent aussi ce qu'il y a de moins achevé et de moins fort dans ce système. Si le lieu des instincts, ce lieu conservateur, n'était pas tellement plus puissant que la conscience, s'il ne jouait pas dans l'ensemble un rôle de régulateur, l'humanité succomberait fatalement sous le poids de ses jugements absurdes, de ses divagations, de sa crédulité, en un mot, de son conscient. C'est encore une tâche éminemment actuelle que l'œil humain commence même à peine à entrevoir, que celle de s'incorporer le savoir, de le rendre instinctif chez l'homme. Et c'est ça la méditation. Mais la méditation a beaucoup à voir avec cette découverte auquel nous invite Nietzsche, qui nous dit « mais ça suffit de prendre conscience, ça vous empoisonne la vie. Incorporez le savoir, incorporez votre vie. Devenez corporellement présent à vous-même. Faites confiance dans ce que vous sentez, qu'il appelle ici l'instinct. Mais l'instinct, ça veut dire tout ce qui est réel en nous, ce qui est là. Et méditer, c'est redevenir un être humain entier, plus un être humain complètement coupé avec prendre conscience, c'est vous vous coupez là. Et le reste, donc c'est une douleur immense. C'est extrêmement important. Se libérer de la conscience, c'est une bénédiction que je vous souhaite de vivre dans quelques minutes. Rien que ça. Alors après, ne me demandez pas pourquoi il y en a qui ont eu l'idée d'appeler méditation pleine conscience. C'est une sorte de bizarrerie dont les Français sont les seuls au monde à avoir eu l'idée. Peut-être que les Français ont une tendance à être ultra conscients. Parce qu'en américain, ils disent mindfulness, enfin, ça dépend, il y en a qui disent awareness, mais il y en a qui disent mindfulness. Mindfulness, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne peut pas faire consciousness. Il n'y a pas un Américain qui ne dit pas dans ses livres « meditation is mindfulness » ou « meditation is awareness » ou « meditation is… » and not consciousness. Donc ils sont vraiment, les Américains, ils sont clairs. Alors je regarde dans toutes les langues, il y en a qui disent pleine attention, il y en a qui disent pleine présence, mais il n'y a que les Français qui ont inventé pleine conscience.
Mon idée, c'est qu'il y a des gens qui ont eu l'idée de trouver un nom pour la méditation que personne ne peut comprendre pour intimider tout le monde. Parce que si vous allez parler à votre voisine et vous dites « je pratique la pleine conscience », elle va dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» Si vous dites « je pratique la pleine présence », elle va dire « ah, ça va être tout à fait intéressant, je vous engage à essayer de faire ça. » Ou à l'école, au boulot, j'essaie de pratiquer la pleine présence. « Ah bon, comment tu fais ?» Mais je dis « je pratique la pleine conscience. » Tout le monde, personne ne comprend. Donc non seulement Nietzsche a raison, mais en plus, ma voisine, elle aussi, a raison. Donc ça fait deux choses... La troisième chose que nous apprend la méditation, c'est la découverte d'un autre silence. Pour nous, le silence, c'est inquiétant. S'il y a 1 minute de silence, après 15 secondes, la minute, elle est déjà finie, tout le monde a peur. Aujourd'hui, si on est quelques secondes en silence, on sort son téléphone portable. Le silence fait peur. On a peur du silence. C'est une souffrance. Nous avons une addiction à ce qui va nous permettre d'éviter le silence. Et la méditation, c'est apprendre un autre rapport au silence, un silence qui, loin de nous faire peur, est un silence qui nous accueille, un silence complètement vivant. On est libéré de la pesanteur accablante du quotidien pour entrer dans quelque chose qui est quotidien, mais allégé. Il y a quelque chose comme un silence qui est comme un couronnement de notre existence. Je crois qu'aujourd'hui, la méditation est un peu suspecte, comme la musique est suspecte. Je pense qu'il y a une suspicion portée à la musique, pas comme bruit de fond, mais à la musique comme musique. Il y a une suspicion sur la musique, comme il y a une suspicion sur la méditation, parce qu'elle révèle la nécessité de mettre... Elle montre comment le discours finit par nous égarer. Nous vivons dans un monde où le discours est là en permanence, où ça parle tout le temps. On va de réunion en réunion, on allume la radio, ça parle tout le temps. Et la méditation, c'est ouvrir à un autre espace. Et donc il y a une menace. La méditation nous semble menaçante, parce qu'elle parie pour que quelque chose s'arrête. S'arrête, c'est pas bien dit. Pour un autre rapport. Il y a plusieurs formes de silence. Donc il y a le silence qui nous fait peur, et il y a le silence qui nous accueille. On pourrait dire aussi qu'il y a un silence qui est une manière de renoncer au monde, de se détourner du monde. Je fais silence pour entrer complètement en moi-même. Et puis il y a un autre silence, le silence de la méditation. Donc la méditation, ce n'est pas ce silence où je romps avec le monde, je rentre en moi-même dans le silence. Il y a un autre silence qui est entendre la respiration du monde, qui est entendre le silence dans la parole même, qui est une sorte de réticence devant la tentation verbeuse. C'est un silence qui n'est pas séparé du présent, qui n'est pas séparé de la vie, qui n'est pas séparé du monde, mais qu'on tend à oublier. Méditer, c'est donc apprendre ce silence où on est ensemble sans rien avoir à faire. La dernière définition, c'est que la méditation est en rapport au secret de l'existence. Et c'est lié. La méditation est en rapport au secret de l'existence parce que la méditation est écoute, parce que la méditation n'est pas dans la conscience et parce que la méditation est silence. Et la manière d'être en rapport à ce silence, donc d'être hors, disons, du bavardage habituel pour que quelque chose s'arrête, qu'on soit auprès des choses, auprès d'un son, auprès d'un mouvement, auprès d'un geste, auprès de silence pour même qu'il y ait une parole. Ce silence-là débouche sur le secret. Le secret, c'est le contraire de l'énigme. L'énigme, c'est une sorte de devinette. Il y a une énigme, il faudrait trouver la solution. Quand je pose une énigme, il y a une réponse à donner.
Le secret, il n'y a pas de réponse. Le secret, le mot secret est apparenté à sacré, alors que énigme est apparenté par le grec énigma à un sous-entendu qu'on peut lever. Le secret, c'est plutôt du côté du sacré, parce que c'est à côté. Ça ne déchiffre rien. On ne va pas déchiffrer le secret, on peut juste l'approcher. Moi, je trouve toujours que pour expliquer ça, le mieux, c'est de parler du secret propre à un être. Tout être a un secret en lui, qu'il ne peut jamais divulguer, mais qu'il peut juste garder. Être un être humain, c'est sans doute garder le secret de notre propre existence. Je pense que la méditation nous aide à approcher le secret de notre propre existence. Depuis longtemps, on me parle d'un poète, George Trakl, et j'avais un livre de George Trakl, et tous les 2-3 ans, j'essaye de l'ouvrir pour le lire, et ça me tombe des mains, ça ne me parlait pas du tout. Et puis alors, par hasard, j'étais dans une librairie, et j'ai vu une nouvelle édition, alors j'ai dit, oh, je vais regarder, et la traduction est tellement formidable que je n'aimais pas Trakl parce que je n'avais pas trouvé une traduction qui soit en rapport au silence. À un moment, je me suis dit, je vais vous faire lire les deux traductions pour que vous voyez. Mais après, je me suis dit, pour un premier mercredi d'introduction à la méditation, si je vous fais une lecture de 2 traductions, vous allez dire là, c'est trop. Alors, je vais vous lire juste une. Donc, George Trakl, c'est un poète autrichien. C'est tout, c'est pas la peine d'en dire plus. Du début du XXe siècle. Il y a une lumière que la brise a éteinte. Il y a une auberge de campagne qu'un buveur ivre quitte l'après-midi. Il y a une vigne brûlée et noire avec des trous pleins d'araignées. Il y a une chambre qu'on a blanchie au lait. Le fou est mort. Il y a une île des mers du Sud pour accueillir le dieu soleil. Les tambours battent. Les hommes rythment des danses guerrières. Les femmes roulent des hanches dans les lianes et les fleurs de feu lorsque chante la mer. Ô notre paradis perdu. Moi, j'aime beaucoup la poésie parce que, contrairement, pour la raison exacte que les gens n'aiment pas la poésie. Les gens n'aiment pas la poésie parce qu'ils ne comprennent pas. Moi, j'aime la poésie parce que je ne comprends pas. Donc moi, enfin, quelque chose que je ne comprends pas, je me sens aux anges. Mais les gens, ils ne sont pas contents de ne pas comprendre. Alors, ils se sentent plus à l'aise à lire le journal ou à écouter la radio. Moi, quand je lis le journal ou que j'écoute la radio trop longtemps, à un moment, quand je l'écoute trop longtemps, je sens que je suis loin du secret de l'existence, que je perds quelque chose de la vie en moi. Donc, ça ne me va pas. La poésie, je ne comprends rien. Le poème, il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais ça parle. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée pourquoi il y a une lumière que la brise a éteinte. Il se passe quelque chose dans cette phrase. Il y a une lumière que la brise a éteinte. C'est pas la même chose que les essais nucléaires de la Corée du... Oui, c'est pas la même chose. Ça parle pas au même endroit. Et la méditation a à voir avec ça, a à voir avec ce secret-là, avec ce silence-là, avec cette présence-là, avec cette écoute-là. Et moi, je crois que rien ne peut nous aider comme ça. Je crois que la chose la plus profonde, la plus importante, qui peut nous aider, quelles que soient les difficultés que nous avons, ou les espérances que nous avons, ou les désirs que nous avons, c'est de pouvoir réentendre ça, pouvoir à la fois écouter, pouvoir sortir de la conscience, pouvoir réentendre le silence. Il y a une lumière que la brise a éteinte, il y a une auberge de campagne qu'un buveur ivre quitte l'après-midi.
Cette parole ouvre au silence, garde le silence, nous fait toucher quelque chose du silence. Comme dans un concert. Dans un concert, il y a la musique et à la fin, le silence est encore de la musique. C'est une des choses que j'étais très content. On a, dans le concert, les gens n'applaudissaient pas immédiatement à la fin de la musique. On pouvait attendre quelques secondes de laisser la radiation de la musique, le chant de la musique. C'était extraordinaire parce que c'est souvent à la fin, dans ce silence, que vous sentez toute l'intensité de vie qu'il y avait. Et au fond, c'est ça. Peut-être la dernière chose qu'il faut que je dise de ce qu'est la méditation, c'est toucher quelque chose de l'intensité de la vie. Nous sommes coupés de la vie parce que nous avons peur du silence, parce que nous ne savons pas écouter, parce que nous méprisons le secret de notre propre existence. Du coup, nous coupons quelque chose de cette intensité de la vie. Il y a une lumière que la brise a éteinte. Il y a une auberge de campagne qu'un buveur ivre quitte l'après-midi. Il y a une vigne brûlée et noire avec des trous pleins d'araignées. Il y a une chambre qu'on a blanchie au lait. Le fou est mort. Il y a une île des mers du Sud pour accueillir le dieu soleil. Les tambours battent. Les hommes rythment des danses guerrières. Les femmes roulent des hanches dans les lianes et les fleurs de feu lorsque chante la mer. Ô notre paradis perdu. C'est l'absence de pornographie. Notre monde est pris dans une forme, refuser le silence et refuser le secret propre à chaque être, c'est un acte de pornographie. Nous vivons un monde incroyablement pornographique. On croit que la pornographie, c'est simplement de montrer des gens nus. Mais ce n'est pas ça qui est pornographique. Ce qui est pornographique, c'est de ne pas respecter le secret. Mais il y a plein de choses qui peuvent être pornographiques. Ne pas respecter la souffrance de quelqu'un. Ne pas savoir garder le silence. Ne pas avoir certaines réticences. C'est très important parce que nous sommes aujourd'hui dans l'impatience de tout comprendre, dans la démesure d'une curiosité qui voudrait tout savoir. Il faudrait aujourd'hui que, grâce à nos ordinateurs, j'ai la réponse à tout de suite. Et la méditation empêche ça, radicalement, à sa source, puisqu'il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à résoudre, il y a juste à approcher le secret de votre propre existence, de votre existence. Pourquoi c'est précieux ? Parce que, quoi qu'on dise, la vie est un secret. La mort est un secret. L'amour est un secret. Et donc, ne pas respecter le secret qu'est notre propre existence, c'est attaquer, mépriser la vie, la mort et l'amour. Voilà, si vous avez quelques questions, vous êtes bienvenus. Et sentez-vous vraiment libre de poser toutes les questions que vous voulez. Vous levez la main et... Bonsoir. Je voulais savoir ce que vous entendiez en fait par conscience. Est-ce que vous faites un parallèle avec le mental, un peu comme le voit Eckhart Tolle, ou est-ce que parce qu'à vous entendre, on a l'impression que c'est quelque chose de mal d'être. Vous critiquiez l'idée de pleine conscience ou. Oui. Je voulais savoir quelle était votre définition en fait de la conscience. La conscience, c'est ce qui redouble. La définition de conscience, c'est le redoublement. Je parle, et si je prends conscience que je vous parle, je me regarde en train de vous parler. La conscience est réflexive. Elle est intellectuelle et réflexive. C'est sa définition, disons. En tout cas en Occident, depuis plusieurs siècles.
C'est donc se regarder, donc c'est le contraire de l'innocence. Dans l'innocence, vous agissez avec une spontanéité. On peut dire la conscience, c'est le contraire de la spontanéité. C'est je me vois faire ce que je fais. C'est clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Non, mais j'ai du mal en fait à. Je crois pas que ce soit forcément. Enfin, d'être conscient des choses, c'est pas quelque chose de mal. Enfin, ni de. On peut très bien écouter les gens et être conscient de ce qu'ils disent. Si vous êtes conscient, alors vous créez une séparation. C'est moins naturel, c'est moins spontané. Vous vous regardez. On voit, il y a beaucoup de gens qui se regardent en permanence. Ils parlent et ils se regardent parler. Trump est un très bon exemple, si vous voyez. Mais il y a beaucoup d'hommes politiques, c'est ça, vous voyez, dès qu'ils disent quelque chose, ils sont en représentation d'eux-mêmes. Ils se regardent faire. Et puis il y a des gens qui ont la grâce. Et la grâce, si vous voulez, on pourrait dire la grâce plutôt que l'innocence, c'est ils ne se regardent pas. Il y a quelque chose de complètement libre. Si vous voulez, vous pourriez dire quand il y a la conscience, il n'y a pas la liberté. Il n'y a pas la spontanéité, il n'y a pas la liberté. D'accord, je vais y réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire quand je vois des gens je comprends mieux ce que... On voit bien les gens qui se regardent eux-mêmes en permanence. Oui, je suis d'accord, il y a des gens qui s'écoutent parler, mais il y a aussi des gens qui ont une écoute sincère, S'ils ont une écoute sincère, sans être forcément être dans un état de méditation, en fait. Non, mais toute personne qui n'est pas dans la conscience n'est pas forcément en train de méditer. C'est une expérience humaine que tout le monde fait, d'être hors de la conscience. La méditation est une manière de toucher ça. Mais de la même manière, il n'y a pas que les gens qui méditent qui écoutent, heureusement. Il n'y a pas que les gens qui méditent qui sont en rapport au silence, heureusement. La méditation est une manière d'avoir rapport à quelque chose de cet ordre-là. Donc votre question est très juste. Mais la méditation n'est qu'une manière de mettre l'accent sur une modalité de présence au monde que tout le monde connaît. Elle n'est pas un état particulier. Elle nous réapprend juste quelque chose qui est fondamentalement humain. On peut dire la méditation nous met en rapport à quelque chose qui est notre véritable humanité, mais que nous avons tendance à négliger. Nous avons tendance à négliger l'écoute, nous avons tendance à négliger cette innocence, en pensant qu'il faut prendre conscience de soi en permanence. On nous forme à ça. On perd contact avec ce silence et on perd contact avec ce secret de notre propre existence. Sauf quand on aime, par exemple, quand vous aimez, vous êtes très sensible au secret de la personne que vous aimez. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça veut dire être émerveillé par le secret de l'autre personne. Et donc vous êtes dans le contraire de l'accaparement, de vouloir tout comprendre, de la curiosité. Vous êtes juste émerveillé que la personne soit comme elle est. Et vous voyez, les quatre se répondent. Quand vous aimez quelqu'un fortement, vous êtes émerveillé qu'elle soit. Vous essayez juste d'être avec ça. Vous n'essayez pas de prendre conscience. Vous n'êtes pas en train de dire « Ah, alors là, qu'est-ce qui se passe ?» Non, c'est la grâce. C'est l'amour à avoir avec la grâce. C'est très simple. Ce que je dis est presque trop simple. Parce qu'il n'y a presque que les enfants qui peuvent entendre ce que je dis. Parce que c'est quelque chose qu'à voir avec un état d'enfance. Ce que je dis est tellement pas fabriqué. C'est tellement retrouver ça. Tout ça, la méditation, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien pour laisser ça revenir. Partout, on nous présente la méditation comme une technique de gestion de je ne sais quoi. Mais la méditation, c'est je ne fais rien pour laisser cet état tout simple que tout le monde a vécu. Dans la nature, en étant amoureux, en allant nager dans la mer. Quand on nage dans la mer, c'est une expérience. Moi, c'est une chose que j'adore, nager dans la mer. Quand je nage dans la mer, je fais une expérience. Vous voyez, je fais une expérience. Je suis un avec la mer. Je n'arrive pas à prendre conscience. Je m'abandonne à l'eau. Et je suis même surpris de ce que mon corps sait, que je ne sais pas qu'il sait. Si j'essaye de prendre conscience de comment je nage, bon, moi je suis un très mauvais nageur, ça serait la catastrophe. Mais ça se fait tout seul. Dans la vie, ça se fait souvent tout seul. Merci. Mais merci de votre question. Est-ce qu'il y a une autre question ?
En fait, l'innocence et la spontanéité appartiennent à l'enfant. Et qu'est-ce qui fait qu'en grandissant, justement, on perd cette innocence et la spontanéité? Moi, je ne peux pas répondre parce que, au fond, je ne sais pas. Parce qu'au départ, on est tous innocents et spontanés, en fait. Oui, donc je ne peux pas vous répondre. Ce que je sais, c'est comment, par la méditation, par la musique, parce que je parle de ça aujourd'hui, par la lecture d'un poème, je touche cet état-là. C'est ça qui m'importe. Moi, je ne suis pas un grand théoricien, donc je ne peux pas vous répondre. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment ça, on n'a pas perdu ça. C'est juste là. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au secret. Alors, je ne sais pas si je vais très bien la formuler, mais quand on est au contact d'une personne qu'on aime, je crois comprendre ce que vous voulez dire par on reconnaît son secret au sens où il déclenche une émotion chez nous. Et du coup, effectivement, ça ne passe pas par le domaine du conscient, c'est vraiment un sentiment, une émotion, un état. Mais quand on approche de son propre secret, du coup, on n'a pas ce miroir en fait pour déclencher une émotion. Alors, comment on sent finalement qu'on approche son propre secret à soi? C'est une très bonne question. Quand on approche son propre secret, on sent qu'on est soi-même. Pas qu'on a à faire quelque chose, mais d'un seul coup, on sent « Ah, je suis comme à la maison ». Et très souvent, on sent qu'on est aliéné. On pourrait dire que quand on touche son propre secret, c'est qu'on est libéré de l'aliénation. Et que contrairement à ce que partout on raconte aujourd'hui, la vraie aliénation, c'est l'aliénation d'avec le secret. Mais là, c'est des choses qui sont extrêmement simples. Je crois que tout le monde peut comprendre. Mais si on essaye de penser 2 minutes ce que je dis, on n'y arrive plus parce qu'on nous apprend tout le contraire. Parce qu'on nous apprend qu'il faut être soi-même. Mais on a l'impression que soi-même, c'est soi-même comme une identité. On ne nous dit jamais être soi-même, c'est être à l'écoute d'un secret que je ne connais pas moi-même. Mais pourtant, c'est la vérité. Donc on demande aux gens, ça m'a toujours fait sourire, on demande aux gens, par exemple aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comme si en eux, il y avait une énigme qu'il fallait déchiffrer. Donne-moi ton énigme. Alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais non, c'est un secret, je ne sais pas. C'est en faisant les choses que je dis, tiens, là c'est vivant. C'est pas en se regardant le nombril qu'on trouve le secret, qu'on est auprès de... Ce n'est pas en se regardant le nombril qu'on approche de son secret, c'est en étant en rapport au monde, c'est en écoutant les choses qu'on approche de son propre secret. Par exemple, en écoutant de la musique. Ah, tiens. Ou pas. Peut-être pour certains d'entre vous, le poème de Trakl fait « Tiens, ça me rappelle quelque chose de chez moi ». Puis d'autres, ça ne vous parle pas, c'est normal. Ça ne se décide pas, mais c'est ça qui est absolument central. Et pour nous, tout est bloqué puisqu'on considère que être soi-même, c'est une identité. Être soi-même, c'est être à l'écoute de quelque chose qui nous échappe et qui est plus grand que soi et qu'on a à garder. En même temps, est-ce que ce n'est pas vrai? On sait tous qu'on a à garder quelque chose de soi-même. La preuve, on ne sait jamais complètement qui on est. Et ce n'est pas un problème. Ça participe de ce que ça veut dire qu'être un être humain. Et la méditation n'est pas là pour forcer à être ce qu'on est, mais juste y être. Et c'est d'une saveur extraordinaire. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Est-ce que ce que vous avez décrit par rapport à la poésie ou par rapport à la musique, c'est pas simplement l'émotion artistique? Ça peut être aussi devant un tableau ou un spectacle de danse, vous ne pensez pas? Ah oui, je ne comprends même pas votre question. Vous éprouvez en écoutant le poème Oui. de Trakl ou en écoutant de la musique, en fait, est-ce que ce n'est pas simplement l'émotion artistique qu'on peut ressentir devant d'autres formes d'art également? Ah oui, mais même pas devant là, on peut ressentir ça.
On dit bonjour à quelqu'un. Moi, je vous ai cité un poème parce que je ne peux pas vous faire vivre l'expérience. Ce n'est pas une émotion artistique. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, émotion artistique, mais... Oui, même pas. Oui, enfin, vous avez raison, parce que les gens... Excusez-moi, j'ai tort de dire ça. Je comprends. Mais peu importe, vous savez, vous... J'ai rendez-vous avec quelqu'un, je lui dis bonjour, il se passe quelque chose, on est vraiment là ensemble pendant quelques secondes. C'est pareil, c'est de la même ordre que ce poème. Vous voyez, c'est... Moi, j'ai eu un rendez-vous, j'étais vachement content avec une collègue de travail que j'aime beaucoup, et puis on a eu cet été un peu plus de temps pour être ensemble. On était juste un moment vraiment ensemble. On avait un tout petit peu moins pris par toutes les choses à régler. On était ensemble. Et là, c'était vraiment juste vivant. On peut dire émotion, moi je dirais juste c'était complètement vivant. Mais ce n'était pas différent de quand je lis « Il y a une lumière que la brise a éteinte. Il y a une auberge de campagne qu'un buveur ivre quitte l'après-midi. » Mais c'est pareil. Mais ça peut être pareil quand vous allez manger un bon gâteau, par exemple. J'ai mangé un Paris-Brest il n'y a pas longtemps, mais exceptionnel. Et manger le Paris-Brest, mais c'est pareil, vous voyez. Ou... Vous voyez, ou prendre une douche. Le matin, on prend la douche, c'est pareil. Vous voyez, on est en rapport à une sorte de silence, de secret, de présence. Donc oui, vous avez tout à fait raison. C'est beaucoup plus vaste qu'une émotion artistique. Moi, je parle du poème et de la musique parce que je trouve que c'est la meilleure manière de décrire ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un. Moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est de l'ordre d'un poème. Sinon, je me sens très très mal. Comme ce n'est pas souvent de l'ordre d'un poème, je me sens souvent très très mal. Si ce n'est pas une émotion, c'est un plaisir, ce que vous décrivez. Non, mais émotion, je suis d'accord. Non, mais là, vous avez décrit des plaisirs. Pas quand même. Moi, je ne dirais pas que c'est plaisir, je dirais... Non, mais émotion, c'est bien, mais il faut juste que ce soit très vaste. Non, parce que la collègue, oui, j'ai eu un moment de plaisir, mais ce n'est pas juste du plaisir. Juste, c'était vivant, c'était présent. Moi, je dirais un moment où c'est vivant. Je préférais dire ça. Après, si pour vous, c'est plus parlant de dire émotion, dites ça. Mais pour moi, émotion, ce qui me gêne, mais j'ai tort. C'est vrai que j'ai corrigé tout de suite ce que j'ai dit. Moi, ce qui me gêne, mais vous n'entendez pas comme moi. Moi, quand j'entends émotion, du coup, j'entends que si je vais voir un film d'horreur, je vais avoir des émotions extrêmement fortes, donc c'est plus réel que si je parle à ma voisine de palier, ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mais donc, émotion ne permet pas de dire complètement ça. Mais si on arrive à entendre émotion de manière beaucoup plus fine, ça serait bien. Mais ce n'est pas juste du plaisir, c'est vivant. Moi, si je peux ressentir une émotion très forte parce que je vois un film d'horreur, moi, ce n'est pas du tout mon truc, ça ne me rend pas vivant. Vous voyez? C'est ça dont je veux parler. Mais après, chacun... émotion, c'est très beau. Émotion, être mis en mouvement par la vie. Donc c'est très juste. Si on arrive à entendre un peu que ce n'est pas l'intensité, ce n'est pas la force de l'émotion qui compte. C'est une certaine qualité de présence. Et la méditation a à voir avec cette ouverture-là à la vie. C'est ça, la méditation a à voir avec cette ouverture à la vie. Pourquoi méditer? Pour être plus vivant. On me demande toujours, mais pourquoi je devrais méditer? Pas pour vous calmer, pour être plus vivant. Si vous êtes plus vivant, vous êtes plus présent, vous êtes plus confiant, vous êtes plus aimant. Tout ça, vous avez ces trois surprises dans le paquet. Vous avez tout ça. Mais je crois que la racine, c'est que vous êtes vivant. Voilà ce que je voulais dire, et on va faire maintenant un petit exercice de méditation.